Aujourd'hui, je reçois donc en direct de la Foire des Îles Edmond Béarnais. Il est directeur de l'usine de Santal de Tacon à Marais. Bonjour Edmond. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Nous avons également sur le plateau deux apicultrices de l'IFOU qui sont également membres de l'association des apiculteurs des îles Loyauté. J'ai nommé Delphine Zéoula. Bonjour Delphine. Bonjour. Nous avons également Charlotte Wamalo. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et enfin, nous avons également Pierre Malakai qui est lui apiculteur à Marais. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci à tous les quatre d'être là aujourd'hui pour parler de ces produits qu'on connaît bien, qui sont des produits d'excellence et qui sont connus et appréciés de tous les Calédoniens. Alors, vous avez tous des stands aujourd'hui sur la Foire des Îles. Globalement, comment ça se passe là pour vous Delphine. Oui, nous, au niveau des apiculteurs, on a notre stand de l'association des apiculteurs des îles Loyauté. Et on s'est regroupés avec les apiculteurs de Marais et de l'IFOU. Donc là, c'est Marais et l'IFOU présents sur le même stand, Voilà. unis pour la vente du miel et la promotion du miel. Il y a du monde pour l'instant qui passe, qui s'intéresse au miel ? Oui, on a pas mal de personnes qui sont passées, comme on fait aussi en même temps la dégustation, donc ils viennent goûter et puis acheter aussi. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc du côté du stand de l'association des apiculteurs, il y a dégustation de miel. Voilà, bon à noter pour tous ceux qui sont sur la foire. Et Edmond, du côté de... c'est une grosse installation, là, le stand de l'usine de Tacon sur la foire. Oui, tout à fait. Alors, on a une partie qui concerne toute la partie communication sur l'exploitation de la filière Santal sur les îles Loyauté. Ensuite, on a la partie pépinière, parce que voilà, on met en avant aussi le reboisement. Pas que uniquement autour du Santal, mais aussi sur d'autres plantes. Et puis, on a la partie, bien sûr, tourisme aromatique qui tourne autour des parfums. Là, Voilà. avec la partie commerce où on peut sentir les parfums, les produits issus du Santal. Voilà, tout à fait. Alors, le miel et le Santal, c'est vraiment des produits qui mettent en valeur le patrimoine et la richesse des îles Loyauté qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, en tout cas de cette qualité-là. Oui. En tout cas, au niveau du miel, sur les îles Loyauté, on a un miel vraiment excellent. On a d'ailleurs eu des médailles au Salon de Paris. Le miel de l'IFOU, c'est un miel primé, Ouais. clairement. Miel primé en France pour le concours à la foire de Paris et ici aussi, en Nouvelle-Calédonie. Le concours général agricole. Donc c'est un miel qui est d'une telle qualité qui peut rivaliser avec des miels de n'importe où en France. N'importe où. Alors qu'est-ce qui explique pourquoi ce miel comme ça de l'IFOU, on va parler du miel de Marais aussi après avec Pierre, mais pourquoi ce miel de l'IFOU il est aussi reconnu, il est aussi bon? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Je pense que c'est l'environnement, les fleurs, quoi. Les fleurs qu'on trouve sur les îles. Au niveau de Marais et de l'IFOU, c'est un peu la même végétation, les deux îles, mais ils ont chacun leurs caractéristiques. Disons que dans les îles, la végétation n'est pas du tout pareille que la Grande-Terre. La Grande-Terre, c'est un peu sec comme climat. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fleurs, si, mais c'est pas pareil que dans les îles. Du coup là c'est toujours du miel toute fleur, que ce soit dans les Le Loyautés. miel toute fleur. Il n'y a pas de dominance comme en Grande-Terre, il y a le niaouli. Nous, on n'a pas, c'est toute fleur. Aussi bien domestique, sauvage, médicinal. Et du coup là au niveau de votre production de miel, que ce soit à l'IFOU ou à Marais, comment vous organisez c'est toute fleur, vous savez pas où les abeilles elles vont chercher le pollen finalement? Alors, en fait, les abeilles, elles volent à peu près à 3 km autour de notre rucher. Donc, on connaît la zone, mais après, de là à connaître exactement les fleurs qu'elles butinent, on regarde, on les voit là en ce moment. Je ne sais pas, Pierre, à Marais, mais nous, elles sont sur les manguiers. À l'IFOU en ce moment c'est du miel de manguier. C'est un mélange, c'est toujours un mélange. À l'IFOU, il y a le manguier, il y a le cerisier bleu, il y a un peu de tout. C'est le début de la saison. Ouais. C'est le début. Alors, il y a plein de fleurs qui sont ouvertes en ce moment. Alors qu'est-ce qui Elles sont fait à fond. Pardon. Là, c'est les abeilles, là c'est grosse saison, là, c'est Ouais, pas les vacances. ça commence là. Là, ça y est, ça démarre là. Alors qu'est-ce qui explique qu'il y a des miels qui sont du coup meilleurs que d'autres ou qui ont plus de saveur que d'autres? Justement, c'est la végétation, le travail de l'apiculteur aussi. Donc il y a quand même la partie technique apiculteur qui a son rôle à jouer. Ouais. Comment il intervient l'apiculteur pour changer est-ce qu'il peut changer le goût de son miel? Est-ce qu'il peut faire évoluer son produit? Il doit avoir plusieurs ruchers.
Et en fait, c'est aussi au niveau de l'extraction du miel. Ouais. Elle doit être faite correctement. On a été formés pour ça. Et par exemple, il n'y a pas d'extraction au jour de pluie. Parce que ça gâte le goût du miel. Il peut y avoir de l'humidité. Il y a de l'eau. Voilà. Et ça peut entraver un petit peu la qualité du miel. Alors, on a avec nous Pierre Malakai qui est apiculteur à Marais. Pierre, de ton côté, c'est récent. Tu sors de formation là, pour devenir apiculteur. Oui. T'es allé te former où? Je suis parti à Bourail, à Bogen. Avec le centre d'apiculture? Et, Et- et j'ai pu faire des formations. J'ai fait ma première formation. J'ai pu apprendre des choses de plus. Parce que tu avais déjà des ruchers? Oui. Et c'est mon père qui a lancé le projet, puis j'ai repris après. Et du coup, tu es parti te former pour justement améliorer Oui, la oui. qualité de ton miel. Ouais. Et ça fait combien de ruchers actuellement? J'ai 31 ruches. Ah oui, donc c'est. Alors je me rends pas compte, est-ce que c'est beaucoup 31 ruchers par rapport à ce que vous avez à Lifou par exemple, Delphine ou Charlotte? C'est une bonne. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Ouais. Il tourne bien avec. Voilà. Ça tourne, c'est bon. On va dire que dans les îles, les plus gros, ils atteignent peut-être 100 ruches. Les plus gros producteurs à Lifou? Voilà, les plus gros producteurs. Et la moyenne, on est 30-40 ruches. Et puis ceux qui débutent, voilà. Non. C'est ce qu'il faut pour assurer une production, pour pouvoir en vivre? Moi, je sais pas vous, mais le 30-40 ruches, ça permet pas de vivre. Mais on complète souvent par d'autres activités, en fait. On a d'autres activités à côté. Là, vous tous, là, tous les trois, vous êtes apiculteurs autour de la table et vous avez d'autres activités à côté. Oui. Oui. Moi, non, j'ai que l'apiculture. Que l'apiculture. Que l'apiculture. Alors pourquoi, par exemple, Pierre, qu'est-ce que tu fais à côté? Je fais la bagne. Ah, tu fais de la vanille aussi. Vanille, J'ai l'impression que c'est souvent groupé vanille. Ouais, ça va bien ensemble. vanille. Alors on va en parler tout à l'heure justement. Donc les abeilles, par exemple, elles peuvent. Il y a de la fleur de vanille dans le. Elles vont pas trop butiner les fleurs de vanille. Les abeilles, c'est à nous de marier les vanilles plutôt. On va en reparler tout Ouais. à l'heure justement avec des producteurs de vanille. Ouais. Et du coup, Pierre, là, tu te lances, tu as une trentaine de ruches, tu es allé te former. Et ça représente quel volume de miel que vous pouvez sortir comme ça avec une trentaine de ruches? Ou je sais pas combien vous en avez, Charlotte? Là, actuellement, j'ai 38. 38 et Delphine? J'ai une trentaine aussi. Alors comment on écoule son stock? Quelle production ça représente à peu près? Et comment vous faites pour écouler cette production de miel? Je sais pas si tu as des chiffres de tes productions. Moi, l'année dernière, je pense que je suis arrivée à 1 tonne l'année dernière. Et puis, comment je les écoule? Des fois, je les vends directement à l'UCPA. Et sinon, voilà, je participe à des événementiels à Nouméa, dans les îles. C'est du marché, quoi, donc il faut se déplacer, Voilà, il faut faire de la vente déplacer, directe. voilà. Et moi, là, c'est difficile pour moi d'estimer la quantité annuelle, mais une ruche à Lifou, en moyenne, elle produit 25 à 40 kilos. Ça dépend des ruches, quoi. Et après, moi, j'écoule en particulier sur les foires. Ok. Voilà. Et Pierre, de votre côté, vous avez déjà commencé à écouler aussi ou... Oui, mais c'est pas prêt. C'est pas prêt? Oui, comme je viens de commencer aussi. C'est le tout début, quoi. Ouais. On cherche la Le temps d'apprendre. clientèle. Le temps d'apprendre. Et est-ce Ouais. que le miel, il est moins bon quand on débute ou ça change quelque chose? Vraiment l'expérience de l'apiculteur ou ça change pas grand-chose? Moi, Ouais, c'est bon le miel. C'est bon dans tous les cas. Oui. Oui, tout dépend si l'apiculteur débutant, il est déjà bien expérimenté. En tout cas, Pierre, il a été bien formé par son papa aussi. Mais l'expérience, il suffit d'être sérieux en fait dans son travail et la qualité du miel, dès les premières extractions, si on est sérieux, elle est là. Donc en fait, les facteurs pour faire du bon miel, ça va être la qualité des fleurs. Parce que vous avez dit que la végétation des loyautés, elle est vraiment particulière. C'est ça qui donne ce bon miel-là. Ouais. Et puis après, les conditions d'exploitation et le savoir-faire de l'apiculteur. En fait, pour avoir du bon miel,
en grande partie, c'est le travail des abeilles. Ah oui, ça c'est sûr. Pour rendre à Et César, bon, ce qui nous, appartient à César. c'est juste le conditionnement qui fait que, bon, ben voilà, faire des beaux étiquettes, bien présentées pour vendre. Mais le miel, on n'y ajoute rien du tout. Tout est naturel et puis, bon, ben, c'est le travail des abeilles. C'est elle qui travaille le plus en tout cas. Et du coup, vous pouvez avoir des surprises d'une production à l'autre. Comment ça se passe une récolte de miel? C'est plusieurs fois par an? Ça change de Oui. goût d'une Oui. récolte à l'autre? Moi, je récolte à peu près tous les mois. Et un miel du mois d'octobre, il va être vraiment différent d'un miel du mois de mai parce qu'on n'a pas les mêmes fleurs. Mais ça, vous pouvez prédire d'une année sur l'autre. Oui, en tout cas, moi, j'ai mes préférences. Le miel du mois de mai, avril-mai, là, il est vraiment excellent. Et parce que là, c'est plutôt des fleurs de quoi? Les fleurs, ouais. Moi, je ne suis pas trop forte en botanique, mais je vois les arbres qui sont en fleurs. Il faudrait qu'on soit formé un petit peu. Là-dessus, ça serait intéressant. Charlotte, vous savez quelle fleur Pas exactement quel type de fleurs, mais moi, je sais que toute l'année, c'est du bon miel. Voilà, de toute manière. Bon, ça, c'est une sûr. valeur sûre. Il n'y a jamais d'arrière-goût, parce que des fois, le miel, il a un arrière-goût amer. Et ça, à l'IFOU, on ne sait pas encore de quelle plante ça provient. Donc, voilà. Alors, l'année dernière, il y a eu des maladies à l'IFOU. On a entendu parler de mortalité des abeilles. Est-ce que vous avez été touché par ça? Moi, j'ai été touchée, oui. Et c'est pas vraiment... On ne peut pas dire maladie, en fait. C'est plus mortalité. Des abeilles qui sont mortes, on ne sait pas pourquoi? On ne sait toujours pas pourquoi. Le centre de formation, enfin le CPA à Bogen, ils ont fait des prélèvements, ils ont envoyé des analyses en Nouvelle-Zélande. En tout cas, on a exclu toutes les maladies. Donc ça, pour nous, ça nous a rassurés parce qu'à l'IFOU, on n'est pas touché par les maladies qui sont liées à la ruche. On a recherché plein d'autres choses, donc on a éliminé en gros les choses les plus graves. Donc pour nous, c'est déjà pas mal d'être rassuré. Rassuré, donc il n'y a pas de maladie. On est rassuré que le miel de l'IFOU, il est sain. Oui, ça peut être dû à quelque chose de très ponctuel, mais en tout cas... Et ça ne s'est pas reproduit depuis? Il n'y a pas eu de nouveau l'épisode? Non. On pense qu'elles ont été butinées à un endroit où quelqu'un a utilisé des produits, mais... Il y a eu des analyses sur les pesticides. Mais c'est pas... Voilà. Rien de... Il n'y a rien de... Rien concluant, mais en tout cas, ça ne s'est pas reproduit. À Marie, il n'y a pas eu de problème comme ça pour le moment. Donc là, vous êtes regroupés en association des apiculteurs des îles Loyauté, donc il y a vraiment une volonté de tous se fédérer? Oui. En fait, on a voulu rassembler les 3 îles. Alors, moi, j'étais pas là à la création de l'association, Charlotte un peu plus, je crois. C'était en 2013, je crois. 2013. Et je crois que ceux qui ont créé l'association, oui, c'était le désir de travailler tous ensemble. Et de garder et puis de garder le lien entre nous, les 3 îles. Donc là, ça doit faire plaisir de se retrouver à Marais, de pouvoir rencontrer... vous vous connaissez déjà, mais pouvoir échanger avec Pierre qui revient de formation. Moi, Pierre, je viens de faire sa connaissance. Pareil. Par contre, j'ai beaucoup travaillé avec son père. C'est la relève. Voilà. C'est la relève. Merci beaucoup à tous les 3. On va peut-être redonner un peu d'attention à Edmond, qui écoute tout ça avec attention, qui hochait la tête régulièrement. Donc le miel, on le voit, il y a une forte demande du public aussi. Vous arrivez à écouler une production. Quand on a une tonne de production écoulée, c'est que les Calédoniens, ils répondent à l'appel. En tout cas, ils consomment ce miel. Est-ce que le Santal, c'est un produit peut-être encore plus d'exception, encore plus de luxe? Comment vous arrivez à produire et à écouler les produits dérivés du Santal? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on s'attaque sur des marchés internationaux. Donc, le monde de la parfumerie de luxe. Ce qui fait que toute notre production, en fait, elle est destinée à l'exportation. Il n'y a rien en local? Rien du tout. Et sur les foires, quand même, il y a les parfums. Oui, mais voilà, c'est juste exceptionnel. C'est juste pour valoriser un peu ce qu'on fait. Mais voilà, la grande majorité de notre production... elle est plutôt destinée à l'exportation. Et donc sur l'usine de Tacon, c'est là que vous faites la transformation, mais les santals en eux-mêmes, c'est pas seulement des santals de Marais? Non, pas du tout. En fait, on exploite le bois de santal sur les îles Loyauté. Donc aujourd'hui, on est sur Marais et sur l'IFOU.
Donc c'est les deux îles sur lesquelles on s'approvisionne en bois, tout en sachant toujours que le santal aujourd'hui est régi par une réglementation par la province des îles. C'est ça, c'est une production qui est historique, c'est un arbre qui a été bien exploité. Aujourd'hui, comment vous faites pour faire en sorte que cette exploitation elle soit durable? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu l'époque des baleiniers et des santaliers. Donc, à cette période-là, il y a eu une surexploitation de la ressource. Ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. Et donc, ça a permis en fait à la régénération en fait du santal. Et donc on a commencé en fait à réexploiter le santal que dans les années 80, 70-80. Et donc après c'était plus une production artisanale. Aujourd'hui nous on est industriel, donc c'est vraiment différent. Donc voilà. Mais la mise en place de la réglementation de la province des îles a permis justement de gérer de manière durable justement la ressource en santal. Donc aujourd'hui, on a des quotas qui sont attribués par la province des îles chaque année sur les 3 îles. Donc un quota pour Marais, un quota pour les Fous et un quota pour Ouvéa. Et sur la Grande Terre, on en trouve encore des santals? Oui, bien sûr, il y a la présence du santal sur la Grande Terre. Après, aujourd'hui, là, il faut savoir que la compétence en matière de gestion des ressources naturelles appartient aux provinces. Donc aujourd'hui, il n'y a que sur la province des îles où on a la réglementation sur la filière santal. Voilà, ailleurs, pour l'instant, c'est pas... Pour le moment, il n'y a rien. Ça fait partie des projets, peut-être? Après, peut-être ça, sur la province sud, peut-être que ça fait partie intégrante du Code de l'environnement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation spécifique sur le santal, en province nord comme en province sud. Alors, ça met combien de temps à pousser, un santal? Alors, en milieu naturel, il faut compter 50 à 60 ans pour qu'un santal arrive à maturité. Pour un santal qui a été planté par l'homme, il faut compter 20 à 30 ans. Donc 20 à 30 ans, c'est le moment à partir duquel on va pouvoir l'exploiter, le couper, s'en servir? Tout à fait. Donc là, on a un santal qui est autour de la table, qui est un petit santal. Il a quel âge, lui? Alors, le santal qu'on a ici, il doit y avoir entre 20 et 30 ans. Lui, il a entre 20 et 30 ans? Ah, le petit là, oui. Non. Par contre, lui, il a que 4 ans. Il a que 4 ans, donc voilà. Il a encore du temps devant lui. Là. Il est tranquille pour un moment. Tout à fait. Donc voilà. Et donc entre 20 et 30 ans, c'est le moment où on peut le couper. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on utilise dans cet arbre? Alors, dans le santal, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le bois de cœur qui est utilisé. Donc on va extraire l'huile essentielle à l'intérieur du bois de cœur, puisque c'est là où vraiment il y a la concentration de l'huile essentielle. La partie blanche, ce qu'on appelle l'aubier, il n'y a pas de valorisation autour. Donc on en fait quoi? On en fait rien de ça? Alors nous, on le valorise. Nous, en interne, on le valorise sur autre chose. Donc, on peut s'en servir pour du compost ou autre. Aujourd'hui, on utilise la partie blanche, c'est-à-dire l'aubier, pour le mélanger avec le déchet de santal après avoir extrait l'huile essentielle, ce qu'on appelle la drèche. Et donc, on va valoriser l'aubier en le mélangeant avec la drèche de santal. Et ça, ensuite, c'est pour faire de l'encens. De l'encens. Donc voilà. Ça, c'est qu'on peut brûler et ça parfume. Voilà. Donc, on utilise le bois de cœur pour l'huile essentielle et puis l'aubier pour le valoriser autour de l'encens. Ce qui fait que tout est transformé dans le santal. Rien ne se perd. Et qu'est-ce qui donne cette odeur si caractéristique du santal, finalement? Le santal, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des essences qui est nécessaire dans la composition d'un parfum. Et donc aujourd'hui, c'est un bois très très rare. Et qui dit très très rare, dit très très convoité aussi. Donc après, la qualité du santal, elle dépend de là où elle pousse. Donc pareil comme le miel tout à l'heure, c'est-à-dire c'est son environnement. Un santal qui va pousser sur les îles Loyauté n'aura pas la même qualité que le santal qui pousse sur la Grande Terre. Et donc il n'aura pas la même odeur non plus? Si, elle aura la même odeur, mais voilà, c'est surtout sa composition, sa qualité chimique en fait qui fait qu'il y a une différence. Pour après l'utilisation dans les parfums Voilà, après il existe plusieurs espèces dans le monde de santal. Ici, sur le territoire, on est sur l'espèce Santalum austro-caledonicum, qui est endémique à la Nouvelle-Calédonie, mais que l'on retrouve aussi au Vanuatu. Après, vous avez d'autres santals qui existent dans le monde, comme le santal indonésien, le santal australien, le santal album, qui est le summum, ça c'est le plus coté. Donc le santal album, le santal indien.
Et puis, vous avez d'autres santales, le santal de Hawaï, voilà. Après, ils ont différentes qualités, hein, voilà. Et donc le santal de Calédonie, il est particulièrement recherché parce qu'il a une qualité particulière, on ne le trouve pas ailleurs. Est-ce qu'au niveau vous êtes compétitif justement sur l'export à l'international? Vous l'avez dit, vous exportez quasiment tous les produits, donc c'est qu'il y a une forte demande. Oui, tout à fait. Après, en termes de compétitivité, je ne peux pas vous dire vraiment si voilà, on est assez compétitif. Mais aujourd'hui, ce qui fait l'originalité de l'usine de Santal-sur-Marais, c'est qu'aujourd'hui, on a deux produits qu'on extrait à partir du bois de Santal. On a ce que l'on appelle l'huile essentielle. Donc voilà, Ça, on s'en sert pour quoi, l'huile essentielle? L'huile essentielle, la cosmétique, la parfumerie. Et puis on a un deuxième produit issu de l'extraction du santal qui est l'essence. Alors l'essence, c'est différent de l'huile essentielle. L'essence, elle reste fidèle en fait au bois de cœur de santal, naturellement. L'essence, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est les seuls au monde à le faire. La seule usine du monde qui fait de l'essence de santal, c'est à Marais. Voilà, tout à fait. Il y a quoi être fier, hein. Il faut. On peut dire des productions là. Est-ce que ça vous inspire, vous, quand vous entendez comme ça qu'il y a de l'export à l'international? Parce qu'au niveau du miel, vous l'avez dit, le miel de Lifou par exemple, il est primé. Bientôt, ça sera le miel de Marais l'année prochaine au concours agricole de Paris. Est-ce que ça vous donne envie de faire de l'export de produits comme ça, vraiment de luxe, de travailler la qualité et d'avoir une fierté comme ça? Parce que c'est quand même une sacrée fierté d'avoir une toute petite île comme Marais et de dire on est les seuls à faire ça dans le monde. Charlotte, vous êtes contente en local, c'est bien? Non, je me contente pas du local, mais il faut avoir les moyens pour tout ça. Et nous, moi, j'ai pas la structure pour produire autant comme ils peuvent et puis satisfaire les demandes. Ouais. Déjà, on essaye de satisfaire les consommateurs ici en Calédonie. Mais en se réunissant, comme vous êtes en train de le faire, en se fédérant, est-ce que ça ne permettrait pas justement d'organiser une filière peut-être et d'aller voir encore plus loin que les frontières de la Calédonie? Il y a une entreprise à Lifou qui justement a fédéré plusieurs apiculteurs, qui s'appelle la Case du Miel et qui justement vise plus à l'export. Et c'est peut-être plus facile pour eux de gérer ça. Après, on est bien motivés aussi pour faire goûter notre miel dans d'autres pays, c'est sûr, mais bon, voilà. Une chose à la fois. En tant que petit producteur, c'est dur, mais c'est vrai que si on s'y met à plusieurs, c'est possible. C'est un miel vraiment excellent. Là, pour représenter le pays et les richesses du pays. Ouais, ça c'est sûr. Ça a mis combien de temps à se mettre en place l'usine de Santal de Tacon? Parce que voilà, c'est un produit de luxe, mais c'est quand même combien d'emplois ça représente et combien de temps vous avez mis à en arriver là finalement? Alors l'usine, elle a été construite en 2009, première année de production 2010, donc on est sur la 10e année, mais le projet a débuté déjà à partir de 2005-2006. Et vous l'avez dit tout à l'heure, au début c'était artisanal et donc il y a eu quand même un switch à partir du moment où c'est devenu industriel. Donc ça a été une... Au départ, c'était pas trop artisanal. En fait, on s'est lancé directement sur de l'industriel. Mais ce que je voulais dire par artisanal tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il existe des petites distilleries, comme un OVA, artisanales, qui fonctionnent au feu de bois ou autre. Nous, là, on est industriel, on produit une certaine quantité. Donc c'est totalement différent. En termes d'emploi, aujourd'hui, on est à peu près une trentaine d'employés qui travaillent sur le site. Donc il y a 3 sociétés en fait qui travaillent sur le site. Vous avez la société Tacon qui s'occupe de la partie approvisionnement en matières premières, toute la partie reboisement parce que c'est très important. Vous l'avez dit aussi, pour que cette exploitation soit durable, il y a une pépinière et il y a du reboisement. Tout à fait. Et puis, vous avez la société Sereno Nengone qui, elle, se tourne principalement sur la transformation et l'exportation. Et ensuite, une 3e société qui est la société tout simplement de maintenance. Puisque voilà, on a pas mal de machines sur le site
Et il faut entretenir tout ça. Ça représente une grosse industrie. Tout à fait. Et ben, ça fait rêver en tout cas d'avoir des produits comme ça locaux qui s'exportent à travers le monde et puis même qui dépassent déjà les frontières des loyautés. Nous on est bien contents à Nouméa d'avoir du miel de Lifou et du miel des loyautés. Merci à tous les quatre d'avoir été là pour en parler. Merci. Merci. Alors je rappelle qu'on avait Edmond Béarouné qui est directeur de l'usine de Tacon, l'usine de Santal à Marais, Delphine Zéoula et Charlotte Wamalo, apicultrice de Lifou, et puis Pierre Malakai, apiculteur à Marais, qui vient de reprendre le flambeau de son père. Merci à tous les quatre. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne foire. On peut les retrouver sur les stands. Dans un instant, on va accueillir les représentants de la filière vanille pour vous, pour continuer à nos trésors, pour vous donner le goût jusqu'à Nouméa. Mais pour le moment, on reste dans l'ambiance de cette 30e foire des îles en direct de Nengone en écoutant Sadjo avec Yeanga Miwua. A tout de suite. Je suis Roderick Perrault, gérant fondateur de Botanique Nouvelle-Calédonie. Roderick est un cosmétologue. Son objectif, concevoir et fabriquer des cosmétiques et des parfums 100% d'origine naturelle en mettant à l'honneur les plantes de notre pays et notamment celles des îles Loyauté. Alors les produits des îles, c'est intéressant parce que c'est une région où les plantes notamment sont à la fois utilisées de manière traditionnelle et j'avais à cœur de valoriser certaines matières et un des grands obstacles en fait c'est la phase d'industrialisation. Et l'industrialisation c'est quelque chose qui ne me charme pas. Je tenais à ce que l'on respecte le côté humain. Je voulais que l'environnement traditionnel soit respecté ou l'environnement sauvage et qu'on puisse continuer à piocher ces matières. Les Loyalciens, ils ont l'habitude de travailler avec nous sur la capitale. Ils prennent l'avion souvent avec les glacières. Et c'est super parce que j'ai des jeunes, j'ai des vieux, j'ai des hommes, j'ai des femmes qui viennent à moi avec leurs plantes ou alors avec des interrogations. Et puis il y a un échange aussi, il y a un échange de savoir et de savoir-faire. Moi, j'ai le côté scientifique et eux, ils ont le côté traditionnel. Et puis on s'échange des informations. Et puis c'est comme ça qu'aboutit aussi des produits mieux valorisés. Et c'est comme ça qu'on progresse aussi tous ensemble. Roderick propose même au sein de son établissement un mur dédié à une gamme de produits exclusivement créés à partir de plantes kanak. On va avoir des petites crèmes comme ça qui vont, qu'on appelle des rituels de purification. C'est une crème de coco avec de la poudre de vanille, de la poudre de bois de santal. C'est le spa mélanésien, on va s'enduire le corps avec ça et la texture, les senteurs, le rituel vont vous rappeler, vous immerger dans l'expérience kanak. Et pour ceux qui ont pu avoir la joie d'être dans les îles notamment, ils vont retrouver des senteurs, ils vont retrouver des textures de leur voyage et l'idée c'est qu'ils puissent ramener ça dans leur salle de bain à Paris, à Sydney, à New York et ça plaît vraiment beaucoup quoi. Mais avant d'en faire des crèmes, des parfums et tout autre produit de beauté et de bien-être, Roderick reçoit donc les matières premières directement en provenance de la Grande Terre et des îles. Coup d'œil sur les ingrédients magiques de ces cosmétiques. Ici vous avez de la poudre de santal d'Iaï, c'est un des meilleurs du monde. Cette variété de l'île d'Ouvéa, elle est chère à mon cœur parce qu'effectivement, elle a une identité olfactive très intéressante. De la poudre de vanille de l'île de Lifou, tout le monde connaît, bien sûr. Ça, c'est ce que tu vas retrouver dans les couronnes, les lianes des Loyalciens. Les graines de bancoulier, on va utiliser aussi des graines de tamanou, on va utiliser les noix de coco, on va faire des huiles, on va faire des pâtes. Et c'est complètement magique parce que ça a quelques heures, ça a été récolté au milieu de l'île de Marais ou de Lifou, et puis ça arrive là, et puis on va pendant 8 à 10 semaines, on va extraire les effluves de ces fleurs, et on va les fixer dans ces huiles ou dans ces parfums. Et puis ça, c'est fixé pour des années, et puis ça va pouvoir repartir dans le monde entier, et tout le monde va pouvoir expérimenter un tout petit peu le côté magique des senteurs calédoniennes et des îles Loyauté.
Et rebonjour à toutes et à tous en direct de la Foire des Îles à Nengoné. On a les petits qui passent derrière, alors vous avez entendu, ça met de la joie dans le cœur. On est dans Un autre trésor, merci à vous, bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite on parle de vanille avec mes invités. Alors j'ai nommé Daniel Guadriaco, il est responsable d'exploitation de la Maison de la Vanille située à Lifou. Bonjour Daniel. Bonjour. Nous avons également Elia Ngadaï, il est technicien chez Arbofruits. Bonjour. Bonjour. Elia. Et puis enfin, nous avons Julia Wayanetche qui est productrice de vanille labellisée bio, s'il vous plaît, à Marais aussi. Bonjour Julia. Bonjour. Merci à tous les trois d'être là aujourd'hui pour parler de ce qui, j'imagine, vous anime tous les jours, votre passion, la vanille, produit de luxe aussi. On a parlé du santal et du miel juste avant. Donc la vanille n'est pas en reste. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est un produit de luxe, la vanille? Est-ce qu'il mérite ce nom-là? Daniel. Je dirais oui, c'est un produit de luxe. Parce que si je me place au niveau en aval de la filière, donc comme je suis responsable d'exploitation de la Maison de la Vanille, donc à chaque année, à chaque récolte, nous faisons des analyses de vanilline. Et je peux vous confirmer que oui, c'est un produit de luxe parce que notre produit est quand même reconnu de qualité. La vanilline, c'est ce qui donne le goût de la vanille. vanille. La vanilline, c'est les grains noirs qui sont à l'intérieur des gousses et c'est ça qui donne vraiment la qualité de la vanille. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à produire et c'est ce qui fait que c'est cher et que c'est vraiment reconnu et que c'est un produit. Il faut dire aussi que notre vanille bénéficie d'un climat et d'un type de sol qu'on a ici aux îles qui est propice à la culture de vanille. Vous plantez une liane de vanille, ça, je ne veux pas dire ça pousse tout seul, mais avec la nature qui est ici, est généreuse, ça contribue au bon développement de la culture de vanille. Donc là, c'est vraiment typique des îles Loyauté aussi. Voilà. Elia, vous vouliez réagir? Oui, juste pour dire un mot sur la vanille, parce que c'est classé comme épice, hein, et c'est la deuxième épice la plus chère au monde, après le safran. Hein, et notamment, on devait avoir la vanille à la 5e position au niveau rang mondial, au niveau du prix, et là, il est passé au 2e rang. Et pour vous dire à quel point, comme disait Daniel, il est cher au monde. Donc c'est un bon plan là, la vanille, producteur de je vanille. veux, oui. C'est la deuxième épice la plus chère du monde. Alors tout à l'heure, on a entendu parler du santal, qu'on fait l'essence de santal que ici, donc que le seul marché mondial. Là, on est dans un endroit vraiment propice au développement de cette liane qui est la deuxième épice la plus chère du monde. Juste aussi pour préciser par rapport à pourquoi c'est cher, parce que par rapport à Tahiti, la vanille, la planifolia, comme on veut dire, et vous avez le plan qui est devant nous et les gousses qui sont là. C'est une liane. Voilà, c'est une liane et les gousses. La particularité, c'est qu'elles se givrent. Et c'est en se givrant qu'elles se dégagent son arôme, comme disait Daniel. Alors elles se givrent, ça veut dire quoi, elles se givrent? C'est des cristaux de glace qui se déposent à l'intérieur de ça là. C'est comme le vin, plus il vieillit, plus ça se dégage. Mais du coup, ici, comment elles se givrent ici? Il ne fait pas froid ici? C'est la variété qui fait que ça givre. La Tahiti, c'est pas pareil. On n'a pas les mêmes variétés, c'est la Tahitiensis là-bas. Donc c'est une variété spéciale ici Ici, la Réunion, vous trouvez, à Tahiti, on trouve un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc cette variété-là, c'est une qualité encore meilleure qu'une autre vanille, par exemple. Voilà, c'est ça. Juste pour préciser que obtenir de la vanille givrée, c'est un état de la conservation. Plus tu conserves de la vanille dans de meilleures conditions, et la vanille délivre tout son arôme. Et ça demande quand même des mois pour obtenir justement une vanille givrée. Mais donc ça elle givre sur le pied, sur la liane ou après? C'est bien après la préparation. Voilà, il faut dire quand même la préparation de la vanille, c'est très long, ça compte quand même 1 an et demi avant que le produit ne soit vendu au marché. Alors on a Julia qui est productrice de vanille, Julia Wayanetche. Alors vous faites de la vanille givrée aussi? Oui. C'est avec cette variété-là, et donc Daniel parle de 1 an et demi. Là, quand vous faites un plant de vanille, ça vous prend 1 an et demi pour pouvoir récolter les gousses? 1 an et demi ou 3 ans, maximum 3 ans. Maximum 3 ans. Oui, enfin, après, comme ça, après tu vois une vanille de la bonne qualité, une bonne vanille, et ça dépend aussi des lianes. Enfin, il y a des lianes qu'on peut faire déjà 1 an, on attend 1 an. Il y a des lianes qui peuvent fleurir à 2 ans. Et après, c'est au producteur de faire le choix de polliniser sa vanille, quoi.
Parce qu'une fois que... Voilà, donc une des choses particulières dans la vanille, c'est le mariage de la vanille. Alors on a tous entendu parler du mariage de la vanille, mais ça veut dire quoi au final, Julia? Ben, le mariage, c'est la pollinisation de la vanille. C'est pour avoir une gousse, enfin des gousses, et il faut avoir une bonne gousse. C'est la pollinisation, quoi, pour avoir une gousse. Et puis, alors la produire un peu pollinisation, pour la maison. dans la nature par exemple, c'est les abeilles qui vont apporter le pollen d'une fleur à l'autre. Pourquoi ça ne marche pas pour la vanille? Parce que, si je peux Elia. me permettre, la particularité de la fleur de la vanille, c'est qu'il il y a la fleur, et puis vous avez à la fois l'organe mâle et l'organe femelle à l'intérieur. Dans la même fleur. Sur la même fleur. Et pour accéder, il y a le pistil, et pour accéder, vous êtes obligé de soulever légèrement le pédoncule, qui est comme ça. Vous soulevez, et puis il y a les pollens qui sont juste au-dessus pour le faire tomber à l'intérieur du pistil. Donc en fait, marier, c'est ça, on vient soulever le petit pédoncule pour que ça tombe dedans. C'est bien ça, Oui, avec légèrement c'est ça. un petit cure-dent ou d'allumette. Et ça sur chaque fleur. Chaque fleur. Il faut le faire qu'une fois. Ben, Une fois, une parce qu'il fois. fleurit qu'une fois. Et puis... Qu'une fois et avant l'heure. Sinon après c'est plus l'heure. Après, c'est plus l'heure. C'est comment on sait le moment auquel on doit marier la vanille? Ben, tu peux marier à partir de avant 5h jusqu'à 9h. Ah mais vraiment c'est une heure dans la Oui, journée. oui, voilà. Je crois que c'est l'expression. Oui, Ah, d'accord. C'est une heure de la journée. Parce qu'après qu'est-ce qui lui arrive? Elle veut plus? Ouais. Mais après, si tu maries après 9h30, 10h, ben, la fleur, elle va être fanée, quoi. Elle va plus se former. Mais ça c'est sur une journée, non? C'est... Sur une journée. Donc il y a la fleur Après, qui sort et il faut marier de telle heure à telle heure, sinon Voilà. après c'est plus possible. C'est D'accord. ça. Donc elle est capricieuse la vanille quand même. Je vais Très juste préciser capricieuse. tout à l'heure, parce que je crois Oui, qu'il y a Elia. une petite confusion. Parce que, par exemple, pour cette variété-là, nous, on se charge de la récolte. C'est-à-dire que quand la vanille arrive à maturité, à partir de là, on envoie à la maison de la vanille qui, lui, va se charger de la transformation. C'est-à-dire les étapes d'échaudage, tout ça. Là. Et puis après, quand c'est séchage, et tout, séchage au soleil, séchage à l'ombre. Et ça, c'est le métier de Daniel. Et c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que lorsqu'on cueille à maturité, mais des fois, on peut trouver des gousses qui mûrissent sur le pied, elles se girent sur place. C'est pour ça que je voulais apporter. D'accord, ok. Ouais. Mais normalement, le travail du producteur, ça va être de cueillir à maturité et ensuite d'envoyer bien ça. en faire un peu les sublimer après dans le séchage, etc. Donc c'est des longs procédés. Donc déjà, la culture, ça a l'air compliqué. Est-ce que la liane, elle est capricieuse, genre, elle a du mal à fleurir, pousser, il faut s'en occuper ou ça va dans les ben, variétés, ça se passe elle est bien? capricieuse ici. Bon, je dis parce que comme je suis une productrice, quoi, je prends de la vanille. Ben, il y a des moments, tu vois, la plante, elle fleurit pas. Elle fleurit pas, tu sais pas pourquoi. Et puis après, il faut qu'on insiste pour que une façon aussi de faire pour que la vanille va fleurir l'an prochain, quoi. Mais alors qu'est-ce qu'on fait pour la faire fleurir? Ben, il faut inciter la vanille, quoi. Mais comment on fait? Fleurir. Il faut la titiller. Bon, c'est qu'est-ce bon qu'il faut si faire on est devant une liane, devant la vanillerie, comme ça, tu en fais avec sur le bout, tu casses le bout de la plante pour que après l'année prochaine, tu es sûr. Si tu casses cette année, l'année prochaine, tu es sûr que la vanille, elle va fleurir. Le pied va fleurir. Elia, alors Elia, on va repréciser, Elia qui est technicien en Beaufry, donc votre rôle c'est d'accompagner les producteurs techniquement dans cette culture de la vanille. Tout à fait. Alors pour préciser, on appelle ça stresser le plant pour provoquer justement la floraison de la vanille. Et ça c'est leur travail, c'est le bout de la liane, vous cassez, et puis une fois il va fleurir. Ça c'est vrai pour la plupart des arbres. Ça c'est vrai pour la plupart des arbres. Mais en temps normal, la liane de vanille elle fleurit. Par exemple, là on termine les cueillettes et puis on va enchaîner. En même temps qu'on termine les cueillettes, les boutons floraux commencent à apparaître déjà. Et là, il va falloir penser à les polliniser, comme on dit. Mais alors du coup, vous avez dit, vous savez pas quand est-ce qu'elle va fleurir. Donc tous les jours, vous devez regarder vos plants de vanille, vérifier qu'il n'y a pas eu une fleur, parce que quand il y a eu la fleur, il faut la marier, il faut la polliniser. On va peut-être préciser que c'est des boutons déjà, comme ça. Là. À l'aisselle, Julia, tu peux montrer. À l'aisselle des feuilles, comme ça, là, vous allez voir, il va apparaître les boutons floraux. Et sur le bouton floraux, au fur et à mesure de sa croissance, ça peut prendre... Mais avec le temps qu'il fait, retour des chaleurs, il va vite pousser. Ah, donc et vous du savez, coup, en fait. voilà, à 1 semaine ou 2 semaines près, il va fleurir. Mais sur une fleur, il peut y avoir 2 ou 3 balais, par exemple. Il va supporter beaucoup de fleurs. D'accord. Donc sur une liane, on peut avoir combien de fleurs et combien de gousses ça peut donner? Oh là là, si vous avez beaucoup de lianes, beaucoup de fleurs. Et si c'est bien comment alimenté en bas, sur les assiettes, je veux dire,
Les assiettes, là, c'est c'est quoi? l'idéal. Les assiettes, c'est quand il y a du paillage en bas. C'est comme une orchidée où vous allez trouver du paillage broyé, tout ça. Il faut prendre soin d'elle, il faut lui donner à manger. Voilà. Ben, on récolte, on donne encore à manger à la liane, pardon. Et donc, une fois que toutes ces fleurs elles sont sorties, donc elles sortent pas toutes en même temps? Non, juste. Et à chaque fois, vous allez marier petit à petit quand les fleurs elles sont prêtes à être mariées. Oui. Et combien de temps ça prend pour avoir la gousse noire qu'on connaît ensuite? Est-ce qu'elles sont noires déjà les gousses quand on les ramasse? Pour lui, il ne veut pas de gousse noire, justement. Ah. C'est pour ça que c'est charge de... Bon, celle-là, elle est marron d'ailleurs. J'en ai une dans les mains qui est énorme. J'ai vu une gousse de vanille aussi grosse. Et donc, elle est marron. Mais déjà que là, on est au mois de septembre. Et la floraison, ça a commencé au mi-août. Et là, on est en pleine période de pollinisation. Déjà, hier, j'ai coupé des boutures. Et je vois que ça commence à fleurir. Mais bon, j'ai coupé pour... mais c'est la floraison. Et là, quand ça commence à fleurir, ben là, c'est le travail. Tous les matins, il faut qu'on aille... On ne peut pas être à la foire des îles, alors vous n'allez pas rater du mariage là, en étant dans le stand? Vous avez raison. Elle devrait être là-bas. Elle devait être là-bas. Ben, j'ai pollinisé avant de venir. Ah. Avant de venir, parce que c'est vrai que bon, il y a beaucoup d'événements, mais bon, la vanille, ça rapporte beaucoup de choses aussi pour nous, quoi. Ouais. Et comment elle fait dans la nature, la vanille, s'il n'y a personne qui vient la polliniser à la main? Elle va monter sur les arbres, monter. Parce que là, il y a l'étape aussi de bouclage. C'est pour ça qu'il faut rendre l'étape de bouclage. C'est quoi l'étape de bouclage? C'est-à-dire que vous allez, au lieu de monter, vous allez refaire descendre. D'accord. Vous voyez, en boucle. Et comme ça va vous permettre d'intervenir pour polliniser. Parce que si vous le laissez, il va fleurir. Mais qui va monter là pour polliniser? Julia, peut-être? Les oiseaux, c'est les oiseaux dans la nature qui Non, font ça? rarement c'est les oiseaux. Et du coup, elle continue, elle monte, mais elles ne fleurissent pas dans la nature. S'il va fleurir, mais il n'y a personne qui va polliniser. Ah oui, donc il n'y aura Du coup, pas de gousse. la fleur va sécher puis il va pas de tomber. gousse. Dans la nature, il n'y a pas de gousse. Non. Voilà, il n'y a pas de gousse. Si on n'a pas pollinisé, ben, il ne peut pas donner des gousses. Mais comment elle fait pour se reproduire dans la nature alors s'il n'y a pas l'humain qui l'aide? En fait, une liane de vanille peut pousser à des hauteurs, pousser dans nos forêts. Là, on a des lianes de vanille, ça peuple mais ça peut pousser comme ça sans donner des fleurs. Hein. Voilà. Et donc on disait la gousse, comment on sait qu'elle a maturité, qu'on peut la récolter, la gousse de vanille? Ben, on voit que ça commence à mûrir. Quand il y a le bout jaune et la queue jaune, ben, on peut cueillir. Mais on attend toujours nos techniciens. Les techniciens, bon, ils font le rôle comme la maison de la vanille, il ne peut pas nous joindre tous les producteurs. Ils passent par nos techniciens d'arbres-fruits, qui passent chez les producteurs pour aller voir un peu toutes les plantations. Et puis après, ils commencent à faire les achats, la cueillette. Alors nous, c'est vraiment un critère qui est essentiel, la récolte à maturité. Alors la gousse, la gousse se récolte à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et donc, vous l'avez dit, elle commence à fleurir maintenant, là? Oui. Et elle sera prête en mai? Donc il faut compter 9 mois. D'accord. Une fois qu'on a marié la gousse, les fleurs, il faut compter 9 mois après. C'est un accouchement, quoi. Voilà, c'est un accouchement. C'est bébé, ça. Voilà. Et la maturité des gousses, c'est au niveau des gousses. Quand on remarque quand ça commence à jaunir au niveau des bouts des gousses. Donc elle est verte et elle va commencer à jaunir. Commence à jaunir, c'est une signe de maturité. Donc la gousse, elle est bonne à récolter. Donc là, elle est récoltée. Donc c'est les techniciens d'arbres-fruits qui vont passer chez les producteurs et leur dire c'est bon, vous pouvez récolter. Oui, voilà. Et c'est comme ça que vous vous assurez la qualité du produit. La qualité du produit. C'est ça. Mais vous savez, Julia, que c'est quand est-ce que c'est à maturité maintenant? Oui. Ok, donc c'est plus un appui technique du côté... Logistique, on va dire comme ça. Logistique. Et est-ce qu'elles, du coup, elles vont pas toutes être à maturité en même temps, les gousses? Les gousses, est-ce qu'elles vont être toutes mûres en même temps? Non. Non. Donc du coup, vous les ramassez une par une, celles qui sont mûres? C'est bien ça. D'accord. Bon, après, tu vois que bon, elle est prête à accueillir, ben on ramasse. Mais comme on a beaucoup de pieds, ben, ça fait qu'après tu peux faire une grosse production. Mais avec un pied, bon, ben, ça va tu pas gardes pour la maison. Ah, c'est pour les gâteaux. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois que c'est ramassé? Donc ça, c'est pareil, quelle que soit l'île loyauté, c'est exactement la même façon de produire? Voilà, oui. Il y a de toute façon, Arbres-Fruits est présente sur chaque île. Donc sur chaque île, on a des techniciens. Et ces techniciens-là font le travail de collecte, de suivi technique. Et c'est eux qui organisent toute la partie logistique. Donc nous, la Maison de la Vanille, une fois qu'on reçoit le produit,
on est le principal acheteur. Donc quand on reçoit les vanilles, elles sont déjà assez triées, classées. Et nous, on n'a plus juste qu'à acheter le produit. Et du coup, là, vous l'avez dit, pour qu'elles prennent la couleur qu'on connaît et qu'elles fassent les petits grains comme ça, là, il y a encore des procédés de séchage, de conservation. Comment ça se passe? Voilà, donc au niveau de la transformation, comme je disais tout à l'heure, c'est très long parce qu'il faut quand même 1 an et demi. Une fois qu'on reçoit les gousses de vanille qui sont récoltées, il y a toute la partie préparation. Donc on a l'échaudage. Donc ça, c'est la première étape. C'est quoi l'échaudage? L'échaudage, c'est donc on fait tremper les gousses dans un bain chaud à 65 degrés pendant 3 minutes. Donc le principe, c'est qu'il faut échauder ces gousses pour éviter que ces gousses ne s'éclatent. Qu'elles sèchent et voilà, qu'elles s'éclatent. Donc une fois qu'on a échaudé, on a juste à récupérer les gousses, à passer en étuvage. Donc il faut les mettre dans des malles, à l'étouffer, dans des couvertures pendant 24 heures. Et 24 heures après, donc on récupère les gousses pour le séchage au soleil. Et là, c'est combien de temps de séchage au soleil? Alors le séchage au soleil, il faut compter maximum 3 semaines. Et une fois le séchage au soleil terminé, il y a la partie séchage à l'ombre. Et ça, c'est plus long, il faut compter 3 mois. Et là, ça, c'est la maison de la vanille qui prend en charge tout ce processus. Voilà, toute la préparation. Et donc, marée ouvert, une fois qu'ils ont récolté, ils acheminent ça en avion. À Lifou. À Lifou. Donc, on réceptionne le produit et tout est préparé. Et est-ce qu'il y a des risques que la vanille se gâte ou qu'elle pourrisse ou que ça se passe mal pendant ces étapes-là? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la maturité de la gousse est importante. Parce qu'une fois qu'on a cueilli à maturité, maximum on peut garder 24 heures, 48 heures une gousse comme ça. Mais s'il est à maturité, ça peut pas, ça risque pas de moisir. Mais donc 48 heures, ça veut dire qu'une fois que c'est récolté, là, que Julia a récolté ses gousses, il faut qu'elle les envoie à Lifou tout de suite, quoi. Tout de suite, voilà. Il y a 48 heures pour les envoyer. Voilà. Donc quand on récolte la journée, le lendemain, c'est envoyé. Ça, c'est par avion, j'imagine. Voilà, c'est par avion. Vous envoyez directement. Ouais. Alors, et une fois qu'il y a tous ces processus qui sont faits, nous, consommateurs, quand on achète de la vanille, comment on peut faire pour la conserver le plus longtemps possible, pour pas qu'elle perde son goût, ses qualités? Alors nous, il faut savoir que... Donc, je continue un peu sur le process. Oui, donc, bien sûr. une fois qu'on a fini le séchage à l'ombre, il y a toute la partie calibrage. Moi, je crois que c'était fini, là. Non, déjà, il y a eu plein de trucs. Là, on est qu'à 6 mois. Hein. C'est 1 an et demi. On n'est pas encore arrivé à 1 an et demi. 6 mois, voilà. ok. Donc, après, il y a toute la phase calibrage. Donc, on calibre ça par taille de la gousse. Ensuite, il y a la phase maturation. Maturation, c'est la dernière étape où on récupère les gousses qui sont calibrées. Et là, on les conserve dans des malles. Et là, c'est la plus longue étape parce qu'il faut 6 mois. 6 mois où on met les malles, les gousses sont conservées dans les malles. C'est des malles spéciales ou des malles? C'est des malles spéciales, c'est des malles en bois qui sont recouverts du papier sulfurisé, du plastique. Et là, les gousses, elles sont bien mises à l'intérieur. Et ça, une fois que les malles sont remplies, là, on ferme les malles, ils sont scellés. Et tous les 15 jours, il faut faire une vérification des malles. Pour pas que justement que ça pourrisse ou qu'il y ait des champignons. Admettons, s'il y a une gousse qui est moisie, c'est tout le lot qui... Donc tous les 15 jours, il faut ressortir, il faut retrier pendant 1 mois, tous les 15 jours comme ça. Et ça sert à quoi de les laisser dans ces malles comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Dans ces malles-là, c'est l'étape de maturation. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme le vin. Voilà, comme le vin qu'on met dans les fûts de chêne. Dans les fûts de chêne, c'est là où la vanille... c'est là qu'elle givre. C'est là qu'elle givre et elle travaille son arôme. En fait, elle se bonifie. La vanille se bonifie au niveau de son arôme, au niveau de sa forme, de sa structure. Des belles gousses. Et pourquoi 6 mois? Parce que les grains qui sont à l'intérieur, c'est encore gluant. Il faut laisser 6 mois pour que ces grains-là ils se dispersent bien. Et voilà. Si on ouvre une gousse de vanille avant que ce soit terminé, ça va être gluant à l'intérieur? Ça va être gluant à l'intérieur, elle n'est pas vendable. Et ça sent quand même la vanille? Ça sent quand même la vanille, mais ça peut moisir. Hein. Ça peut moisir parce qu'à l'intérieur, elle est encore humide. Donc il faut qu'elle sèche dans ces malles. Voilà, elle termine bien son cycle de maturation. Donc elle passe 6 mois dans ces malles et après, elle est prête à être vendue? Après, au bout de 6 mois, tel lot est bon à vendre pour la commercialisation. Et donc là, vous envoyez. Alors, comment elle est vendue cette vanille? Est-ce que c'est envoyé, tout est envoyé sur la Grande Terre, c'est exporté? Est-ce qu'il y a de l'international là aussi ou c'est en local? Donc nous, la maison de la vanille, il faut compter 95% de notre marché, c'est le marché local.
Donc toute notre production est vendue sur le marché local et il faut compter peut-être 5% pour l'export. Ça nous arrive d'envoyer en ce moment, on travaille quand même sur des marchés de niche à l'export, mais c'est sur de petites quantités. C'est-à-dire, par exemple Par exemple, là, notre vanille est vendue à Singapour. On a un client sur Singapour, on a des maîtres pâtissiers à Paris, en France. Donc voilà. Et là, elle est vendue comment? C'est la vanille des îles Loyauté ou c'est la vanille de Lifou, la vanille de Marais, la vanille d'Ouvert? Alors, au niveau de notre vanille, c'est protégé. On a un logo qui est Maison de la Vanille. Donc, c'est une marque. C'est un peu notre marque qui est protégée. C'est un label. Et là, vous ne faites pas la différence de la provenance? C'est la même qualité que ça vienne de Lifou, de Marais ou d'Ouvert? C'est la même provenance parce que ce soit de Marais, Lifou, Ouvert, c'est la même. On n'a pas de différence au niveau des. C'est la vanille des Loyautés. Voilà, c'est la vanille des Loyautés. Voilà. C'est vendu sous le nom vanille des îles Loyautés. Et donc ça part en France, ça part à Singapour, ça part. Voilà. Ça part dans ces fautes on est un peu victime de notre succès. Comme je disais tout à l'heure, la production de vanille, ça fait quand même 3-4 ans que la production de vanille est en train de baisser. Pourquoi? Il y a plusieurs paramètres à ça. Il y a le nombre de planteurs qui a diminué quand même. Alors pourquoi ça diminue? Alors on voit que c'est du travail, hein. On disait tout à l'heure, c'est un produit de luxe, ça coûte très cher au kilo, on voit que ça prend des années à être produit, qu'il faut vraiment être là, il faut être présent, il faut s'occuper de sa liane. Donc on comprend beaucoup mieux pourquoi c'est un produit de luxe. Est-ce que ça décourage peut-être des producteurs? Non. Non, c'est pas cette baisse-là. Comme je disais à un de mes collègues, pour toute production végétale, il y a eu un moment où on était en plein dedans. Tout le monde voulait faire de la vanille. Et du coup, on avait la quantité, on est monté jusqu'à 8 tonnes, si tu me confirmes. 8 tonnes, le plus gros tonnage. De gousses vertes, pas de gousses vertes, pas séchées. Voilà. Et puis, parce que tout le monde se mettait à faire de la vanille. Mais ils n'ont pas de l'idée où il faut vendre à qui. On n'a pas connaissance encore des débouchés, si vous voulez. Et pas connaissance aussi de la préparation. C'est depuis 2018 où on a eu des échanges avec nos compatriotes de l'île de la Réunion, où ils ont su maîtriser le process de transformation et nous, des appuis techniques adaptés à nos producteurs. Donc c'est très récent. Voilà, c'est très récent. Et donc c'est voué à se développer du coup. Oui, c'est ça. Nous, la Maison de la Vanille, c'est 2011. Elle a été ouverte en 2011. Et en tout cas, c'est une des filières. C'est une filière à développer. C'est un développement durable. Et on a un marché aujourd'hui qui est loin à satisfaire. On a des grandes demandes, comme nous disait tout à l'heure. C'est le deuxième épice le plus cher au monde. Et aujourd'hui, justement, on n'arrive pas à satisfaire. Alors on l'a dit, en plus, on peut aussi se labelliser bio. Alors on va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, Julia, parce que c'est quasiment la fin de cette émission spéciale à notre trésor. Mais vous êtes en plus labellisé bio, donc on peut faire de la vanille bio. Ou est-ce que toutes les vanilles sont bio? Non, c'est que vous mettez rien sur votre pied que de l'amour. Non. Comme tous les producteurs, sauf je suis on est labellisé. Je ne suis pas toute seule, il y a des producteurs qui sont labellisés, mais un produit pareil, quoi. Mais voilà, il y a une certification qui certifie qu'on est certifié bio. Je peux me permettre juste pour terminer. Oui. Par rapport aux producteurs comme Julia, tout ça, là, vous allez voir qu'il n'y a pas, c'est des producteurs qui sont typiques aux îles. C'est pas des grandes cultures ou tout ça, non, c'est traditionnel, voilà. C'est ça qui fait la qualité. C'est ça qui fait la qualité. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir parlé de la vanille. Je rappelle qu'on avait Daniel Ouadriago qui est responsable de la Maison de la Vanille à Lifou, Elia Ngadae qui est technicien à Arbofruits, spécialiste de la vanille, et puis Julia Wayeneche, productrice de vanille bio, donc à Marais. Merci à tous les trois. Merci. Très bonne journée. Merci à vous de nous écouter, de nous suivre sur la première pour ces spéciales en direct de la Foire des Îles à Roquinocoan. Vincent Rigaud et Christophe Josmith à la technique. On retrouve Lilou tout à l'heure à 15h, toujours en direct de la Foire des Îles pour vous la faire vivre comme si vous y étiez. Quant à moi, je vous dis à demain. Rendez-vous à 8h avec David pour parler des histoires de Marais, de la cuisine. Pour le moment, c'est Non-Stop Music qui démarre sur la première. Bon après-midi à toutes et à tous. Pour la Foire des Îles.